À la une de l'actualité, un seul titre, Reporters sans frontières a appelé à l'issue d'un sommet organisé par l'Union africaine et l'UNESCO. Les États du Sahel a signé une déclaration sur le droit à l'information dans la zone. L'ONG rappelle que les journalistes y sont notamment victimes d'actes de violence et d'intimidation. Bonsoir et bienvenue au journal international de ce vendredi 8 novembre 2024. Un haut fonctionnaire équato-guinéen, auteur de sextapes qui ont suscité un buzz international sur les réseaux sociaux, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel le 6 novembre et accusé dans un témoignage diffusé par la télévision d'État, avoir consacré ses vidéos sans consentement. En Guinée équatoriale, retour sur le scandale des sextapes de Balthazar Ebang Engonga, désormais ex-directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, poste dont il a été révoqué le 6 novembre par le président du pays, Teodoro Obiang Nguema. Surnommé Bello, ce haut fonctionnaire était très puissant à Malabo. Lui-même objet d'une enquête sur les transferts d'argent public, il est détenu de manière préventive à la prison de Black Beach. Dans ses téléphones et ordinateurs ont été retrouvées des centaines de vidéos de rapports sexuels avec différentes femmes, certaines étant des épouses de personnalités influentes. Balthazar Ebang Engonga est aussi le fils d'un autre homme très connu à Malabo, Balthazar Engonga Enjo, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et ancien ministre d'État. Pour Juan Carlos Ondo, ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale, devenu opposant en exil en Europe, cette affaire révèle la déliquescence du régime de Malabo. Indépendamment des jugements d'ordre moral qu'on pourrait porter sur l'affaire, je voudrais revenir sur l'aspect strictement juridique, dit-il. Le matériel à caractère sexuel est saisi et les hautes autorités ordonnent la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux. Étant donné la gravité et étant donné les personnes impliquées qui font partie de la famille du président de la République, aucun agent ne serait permis cette liberté d'agir. Il y a beaucoup de femmes qui apparaissent sur les images. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes mariées. Ce sont des femmes mariées à des notables du régime. Bien sûr, il y a une intention délibérée de décrédibiliser, de rabaisser un certain nombre d'autorités du pays, ajoute-t-il. Et les Africains doivent se poser aussi la question centrale, pourquoi ce sont les plus hautes autorités qui effrayent le droit à la vie privée? Ce sont les questions qu'ils doivent se poser, poursuit Juan Carlos Ondo. De la superstar nigérienne Davido au rappeur français Karis, la diffusion virale des images intimes tournées par Balthazar Ebang Engonga a suscité des cascades de commentaires, même et parodies sur les réseaux sociaux. Même et parodie sur les réseaux sociaux où le nom Balthazar et le mot dièse Balthazar Ebang Engonga figurent en tête des sujets les plus discutés ces derniers jours. En République centrafricaine, la Cour pénale et spéciale tribunal hybride créé en 2015 pour juger les graves violations des droits de l'homme commises depuis 2003 en RCA a repris ses travaux après plusieurs mois d'arrêt. Cette semaine, elle se penche sur le cas de 4 suspects qui comparaissent pour les crimes commis en 2020 dans l'est du pays. En République centrafricaine, les audiences ont repris le 4 novembre 2024 à la Cour pénale spéciale de Bangui après plusieurs mois de suspension. Cette semaine, 4 suspects comparaissent pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre mars et avril 2020 dans la ville d'Endélé à l'est de la RCA. En prenant la parole, l'accusation a présenté un document détaillé sur la chronologie des événements et de l'implication des accusés Azor Khalid, Sharfadine Moussa, Antar Amat et Oscar Orduno Drogba. Dans le box des accusés vêtus de combinaisons orange, ils sont poursuivis pour des crimes commis au cours des affrontements opposant 2 factions armées du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, provoquant plusieurs dizaines de morts dans les rangs de Goula et Rouga, 2 ethnies de la ville d'Endélé. Selon maître Albert Panda, avocat de la partie civile qui a effectué une mission de 10 jours à Ndélé, les combattants portaient tous un foulard jaune et ce signe distinctif a été retrouvé sur les accusés. Les 4 accusés ont été arrêtés avec un arsenal de guerre. Cela démontre qu'ils sont des combattants. Dans sa toge noire,
noire. Maître Albert Panda continue en disant que les attaques ont été programmées et organisées. Plusieurs innocents qui se trouvaient dans la ville d'Endélé ont été tués pour rien. Je demande à la Cour de reconnaître les accusés comme coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après l'accusation, le parquet spécial a pris la parole pour démontrer la nature des crimes. Selon Alain Tolmo, l'un des procureurs des cas de tuerie, pillage, mutilation, viol, torture, atteinte à la santé mentale et physique des personnes commis lors de ces événements sont qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Face à la gravité des actes, le parquet spécial demande à la Cour spéciale de condamner les présumés coupables à des peines allant de 20 ans à 30 ans de prison. L'audience se poursuit ce 8 novembre avec la prise de parole de la défense. La Cour pénale spéciale est un tribunal hybride créé en 2015 pour juger les graves violations des droits de l'homme commises depuis 2003 en Centrafrique. Autre chose, dans son dernier point, ce 7 novembre 2024, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, une agence de santé continentale autonome de l'Union africaine, met en garde concernant le mpox sur le continent, même si la vitesse de propagation du virus est en léger ralentissement, l'épidémie continue sa progression. L'épidémie de mpox est en léger ralentissement sur le continent africain. C'est ce qui ressort des derniers chiffres communiqués ce 7 novembre 2024 par Africa CDC. Selon cette agence de santé continentale autonome de l'Union africaine, 11 450 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 4 dernières semaines contre 12 800 les 4 semaines précédentes. Un ralentissement certes, mais l'épidémie continue de progresser, met en garde Jean Kassia, directeur général du dit Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. En avril, quand nous avons organisé le premier meeting pour alerter la communauté internationale sur la présence du mpox, nous n'avions que 6 pays affectés et 300 morts. En août, nous avions 13 pays touchés, 23 000 cas et 600 morts. Mais aujourd'hui, le nombre de cas a doublé. Le nombre est de plus de 1183 morts et 19 pays sont touchés. Épicentre de l'épidémie, la RDC totalise à elle seule 80% des cas. La vaccination y a démarré il y a un mois, mais reste encore limitée, déplore Africa CDC, avec quelques 51 000 personnes vaccinées sur une population de plus de 100 millions. Près de 900 000 doses de vaccins ont été allouées cette semaine aux 9 pays africains les plus durement touchés à travers un mécanisme d'allocation pour favoriser un accès équitable et rapide aux vaccins. Il s'agit de la première allocation sur les près de 600 millions de doses de vaccins qui devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Le mpox, auparavant appelé la variole du singe, qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi entre humains, provoque fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Les femmes et les enfants représentaient près de 70% des morts dans la bande de Gaza sur la période de novembre 2023 à avril 2024, affirme l'ONU le vendredi 8 novembre après une minutieuse vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Le nouveau rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaille également un large éventail de violations du droit international qui, pour beaucoup, pourraient être assimilées à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même à un génocide. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a vérifié 8119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des 6 premiers mois de la guerre, constatant que près de 70% étaient des enfants et des femmes. Nous pensons que cela est représentatif de la répartition du nombre total de morts, une proportion similaire à celle donnée par les autorités de Gaza, a souligné auprès de l'AFP Ravina Shamdazani, porte-parole du Haut-Commissariat. Le nombre et la nature des victimes à Gaza fait l'objet d'un débat récurrent et très animé depuis le début de la guerre menée par Israël en représailles des attaques du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre 2023. L'ONU et de nombreux pays estiment que le bilan quotidien donné par le ministère de la Santé du Hamas est fiable. Israël le conteste depuis le début du conflit. Selon le Haut-Commissariat, la proportion de femmes et d'enfants indique une violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire, notamment la distinction et la proportionnalité. Sur les décès vérifiés, 3 588 étaient des enfants et 2036 des femmes, précise le rapport.
Selon ces services, environ 80% de tous les décès vérifiés avaient eu lieu lors d'attaques contre des immeubles résidentiels ou des logements similaires et près de 90% des personnes avaient été tuées dans des incidents ayant coûté la vie à 5 personnes ou plus. Le rapport indique que la grande proportion de décès vérifiés dans des immeubles résidentiels pourrait s'expliquer en partie par la méthodologie de vérification du Haut-Commissariat qui nécessite au moins 3 sources indépendantes. Il souligne également qu'il est plus difficile de collecter et vérifier les informations sur des personnes tuées dans d'autres circonstances. Israël a insisté sur le fait que ces opérations à Gaza visent les combattants du Hamas. Mais le rapport publié vendredi souligne que les décès vérifiés reflètent largement la composition démographique de la population générale de Gaza, plus que celle des combattants. Pour finir, ce 7 novembre 2024 à Addis Abeba, à l'issue d'un sommet organisé par l'Union africaine et l'UNESCO, Reporters sans frontières a appelé les États du Sahel à signer une déclaration sur le droit à l'information, mais aussi dans cette zone. L'ONG rappelle que les journalistes y sont notamment victimes d'actes de violence et d'intimidation. Les journalistes de la zone sahélienne continuent à exercer leur métier dans des conditions très difficiles, estime Reporters sans frontières. L'ONG cite, selon les pays, des cas d'enrôlement de forces dans l'armée, d'enlèvement, d'arrestation arbitraire. Elle a donc présenté le 7 novembre 2024 une déclaration pour le droit à l'information au Sahel au cours d'un sommet organisé par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Addis Abeba, dans la foulée de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Reporters sans frontières appelle ainsi les États et les autorités à signer ces 10 engagements pour protéger le droit à l'information et à la sécurité des journalistes au Sahel. De plus en plus de journalistes sahéliens quittent leur pays, affirme Sabidou Mourang, directeur du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne, au micro de Magali Lagrange. Des actes de violence et d'intimidation à l'encontre des journalistes contribuent à l'affaiblissement du modèle économique des médias et aussi les mesures assez liberticides au nom de la sécurité nationale. Il poursuit, il y a aussi l'absence de politique de lutte contre la désinformation, la censure des médias en ligne et les coupures de réseaux sociaux qui constituent autant de menaces à l'exercice du droit à l'information dans l'espace sahélien. Sadibou Morang explique, nous avons donc lancé les 10 engagements pour le droit à l'information au Sahel qui appellent les États à reconnaître et garantir le droit à l'information dans la zone. Il y a aussi les questions d'accès à l'information, notamment à des journalistes. Il y a également la garantie que la diffusion d'informations d'intérêt public, en particulier s'agissant d'opérations militaires ou sécuritaires, ne soit pas interrompue. Et le responsable de Reporters sans frontières de conclure, il faut aussi, surtout, et c'est important, mettre fin à l'impunité des attaques verbales et des agressions physiques dont font l'objet des journalistes et s'assurer que leurs auteurs soient poursuivis généralement. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour vivre l'actualité en continu.